Aujourd'hui, il reste au moins 4 mystères passionnants que la physique doit encore résoudre. Les humains ont toujours voulu voler, mais cela avait toujours semblé impossible. Les Grecs anciens ont raconté le mythe de Dédale et de son fils Icare, qui, après avoir fabriqué des ailes avec des plumes et de la cire, se sont envolés du labyrinthe dans lequel ils étaient emprisonnés. Mais ce n'était qu'un mythe. Vers 1500, Léonard de Vinci a construit plusieurs engins en bois grâce auxquels il espérait que nous pourrions enfin voler. Mais ils n'ont pas fonctionné. De toute évidence, il y avait un problème de physique qui devait être résolu. Ce n'est arrivé que lorsque le mathématicien néerlandais Daniel Bernoulli, quelques 200 ans après Léonard, a résolu le problème du fonctionnement d'une aile. Le principe de Bernoulli, selon lequel la pression de l'air est différente sur la face supérieure bombée d'une aile et sur sa face inférieure qui doit rester plate. Les humains savaient donc enfin comment faire pour voler. Mais il a encore fallu attendre près de 200 ans après Bernoulli pour que les frères Wright construisent le premier avion motorisé en 1903. Avant de pouvoir voyager vers les étoiles, nous devons encore résoudre d'immenses problèmes de physique. Dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons certainement pas accomplir un voyage interstellaire dans des fusées propulsées par combustion chimique. Il y a 2 raisons pour lesquelles il est tout aussi fou d'essayer de voler vers les étoiles dans une fusée que d'essayer de traverser l'océan Pacifique à la nage. Premièrement, les étoiles sont trop éloignées et deuxièmement, nos fusées sont trop lentes. Même la vitesse de la lumière est trop lente. Il faut environ 4 ans à la lumière pour atteindre l'étoile la plus proche du Soleil. Il faudrait à une fusée moderne des dizaines de milliers d'années pour atteindre Alpha ou Beta Centauri. Alors, oublie ça. De toute évidence, la science a devant elle un grand nombre de problèmes de physique difficiles à résoudre avant que nous ne puissions un jour voyager vers les étoiles. Mais ce n'est pas impossible. Tout d'abord, le mystère de l'espace lui-même doit être résolu. La question « qu'est-ce que l'espace ?» est actuellement le grand sujet de la physique. Cela a l'air de quelque chose de très élémentaire, mais parfois les questions les plus simples sont d'une importance capitale. Un peu comme « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Oh non, pas encore du poulet. Certains progrès ont été réalisés au cours des 100 dernières années pour découvrir ce qu'est réellement l'espace. Albert Einstein nous a montré avec sa théorie de la relativité restreinte de 1905 que l'espace n'est pas seulement l'espace, c'est aussi le temps. Einstein a montré que l'espace et le temps sont une seule et même chose. Tu es ici et maintenant, et je suis ici et maintenant dans un espace-temps relativement différent. C'est le mathématicien allemand d'origine lituanienne Hermann Minkowski, professeur de mathématiques d'Einstein à Zurich, en Suisse, qui a inventé le célèbre terme de continuum espace-temps. Donc maintenant, nous n'avons plus seulement l'espace a disparu. Ce que nous avons à la place maintenant, c'est l'espace-temps. Les deux sont liés dans un continuum. L'espace et le temps sont maintenant une entité à 4 dimensions, parfois appelée espace de Minkowski, qui peut être représenté géométriquement comme un cône de lumière. Mettons que l'ici et maintenant, au centre du cône de lumière, soit la Voie lactée. Le passé est la seule partie que nous soyons en mesure de voir. Nous ne voyons que les choses telles qu'elles étaient, lorsqu'elles nous ont envoyé leur lumière. Mais à mesure que nous avançons dans le futur, notre horizon de lumière s'élargit et nous pouvons voir davantage. Qu'y a-t-il à l'extérieur du cône de lumière? Nous ne le savons pas, mais il pourrait y avoir beaucoup de choses. Nous commençons tout juste à mettre le pied dans la porte. Mais nous allons la forcer à s'ouvrir un jour. 10 ans après avoir publié sa théorie spéciale de la relativité, Einstein a publié sa théorie générale de la relativité dans laquelle il a montré que l'espace-temps se déforme en présence de la gravité. C'était l'étape suivante. Tout à coup, la gravité en tant que force avait disparu. Maintenant, nous avons le champ de gravité et il se déforme en présence d'une masse. Si l'espace-temps peut se déformer, peut-il aussi se casser ? Et si l'espace-temps peut se casser ou se rompre, qu'y a-t-il de l'autre côté? Avec ces questions, les trous noirs sont soudainement devenus le deuxième grand problème à résoudre pour la physique.
Si l'étude des trous noirs, un terme inventé en 1967 par John Wheeler, un ancien collègue d'Einstein à l'Institute for Advanced Study de Princeton, dans le New Jersey, est devenue une si grande préoccupation pour les physiciens modernes, c'est parce que les trous noirs semblent rompre l'espace-temps et ouvrir une 5e dimension. Et s'il y a 5 dimensions, il pourrait y en avoir d'autres. On trouve des trous noirs dans la nature, dans les centres galactiques où les gaz et la lumière en orbite sont accélérés par la gravité à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Puisque rien ne peut voyager au-delà de la vitesse de la lumière dans cet univers, les trous noirs pourraient-ils mener à d'autres univers? Heureusement, nous n'avons pas besoin d'aller au centre de la Voie lactée pour étudier les trous noirs. Nous pouvons les fabriquer dans un laboratoire, ici même sur Terre. Et quel laboratoire? Le Grand Collisionneur de Hadron, ou LHC en Europe, est un laboratoire souterrain circulaire de 26 659 km de long, conçu pour explorer l'espace-temps subatomique et les particules qui l'habitent. Le LHC est la plus grande machine jamais construite. Que fait le Grand Collisionneur de Hadron? Il brise des choses, comme par exemple des protons et d'autres particules qui peuvent être accélérées par les kilomètres d'électroaimants souterrains. Après avoir été puissamment accélérées jusqu'à presque la vitesse de la lumière, ces particules entrent en collision avec des noyaux atomiques lourds, comme l'or par exemple. Les noyaux bombardés se brisent alors en une multiplicité de particules fondamentales plus petites, dont sont faits les protons et les neutrons, des quarks de toutes sortes, couleurs et saveurs. Et non, il n'y a pas de quark au goût chocolat. La physique quantique est l'étude de la matière et de l'énergie aux niveaux les plus fondamentaux. Maintenant, grâce à la modernisation du Grand Collisionneur de Hadron, qui le rendra encore plus puissant, il sera possible d'observer la formation de trous noirs lors de ces collisions au niveau quantique. Ces trous noirs seront minuscules, minusculement quantiques. Ils ne devraient exister que pendant une fraction de seconde avant de se dissiper. Les scientifiques du CERN, en Suisse, nous assurent que les trous noirs qu'ils fabriquent ne perceront pas le sol pour rejoindre le centre de la Terre et commencer à avaler la planète. C'est important de le savoir. La mise à niveau du Grand Collisionneur de Hadron sera terminée entre 2025 et 2027. Nous sommes poussés par notre besoin impérieux de découvrir ce qu'est l'espace-temps. Sans ça, nous pourrions rester coincés sur cette petite planète Terre sans jamais être en mesure d'explorer l'univers. Le temps fait également partie du mystère de l'espace. Après tout, cela s'appelle l'espace-temps. Le mystère du temps a été difficile à percer. Cependant, des progrès passionnants ont été et sont encore aujourd'hui réalisés. Un jour, comme le raconte l'histoire, Albert Einstein faisait une conférence sur la vitesse de la lumière. Dans sa célèbre formule E égale mc2, la lettre C signifie célérité ou constante, car la vitesse de la lumière est une constante universelle de l'espace. Un élève a levé la main et a demandé à Einstein « Mais la lumière ne passe-t-elle pas plus lentement dans un verre d'eau ?» Instantanément, Einstein s'est rendu compte qu'il avait toujours concentré son attention sur la rapidité de la lumière et n'avait jamais sérieusement envisagé la lenteur de la lumière. Avec son collègue, le mathématicien Satyendra Bose, ils ont calculé au début des années 1920 la densité qu'il faudrait à un matériau translucide pour arrêter la lumière. Ce matériau est désormais connu sous le nom de condensat de Bose-Einstein. Mais personne ne croyait qu'il pouvait être créé dans un laboratoire, jusqu'à ce que cela soit fait dans les années 1990. Le docteur Lynn Vestgaard-Ho de l'université de Harvard a créé un condensat de Bose-Einstein en surfusionnant des atomes de gaz de sodium jusqu'à 1 milliardième de degré au-dessus du zéro absolu. C'est le point le plus froid que l'on puisse obtenir. C'est même plus froid que ma chambre en hiver. À cette température, les atomes du nuage de sodium se lient entre eux et commencent à agir comme un seul gros atome. L'espace-temps dans un condensat de Bose-Einstein prend une forme complètement nouvelle, que personne n'avait jamais observée auparavant. Enfin, grâce à l'utilisation d'une technologie de dimension quantique, la science mettait la main sur la structure fondamentale de l'espace-temps. À l'intérieur du condensat, la lumière s'est arrêtée, le temps s'est arrêté, et les atomes physiques ont pu être téléportés instantanément vers d'autres endroits. Toutes ces percées n'en sont qu'au stade du développement en laboratoire.
Ce qui nous amène au prochain problème que la physique doit résoudre pour que ces avancées théoriques et techniques sortent des laboratoires et entrent dans le monde réel de nos vies sociales et de nos politiques. Ce problème, c'est l'énergie. À l'heure actuelle, notre civilisation ne dispose pas d'une source d'énergie assez puissante, assez sûre ou assez pratique pour mettre la conception, la fabrication et la distribution de la technologie quantique avancée nécessaire afin de faire toutes les choses étonnantes dont nous découvrons aujourd'hui les possibilités, notamment les voyages interstellaires. Mais la nature possède l'énergie dont nous avons besoin, les étoiles. La force qui lie le noyau des atomes entre eux s'appelle la force forte. C'est la source principale d'énergie dans l'univers. Les étoiles libèrent cette énergie lorsque, grâce à leur immense gravité interne, elles font imploser les atomes d'hydrogène. Cela s'appelle la fusion nucléaire. Notre civilisation moderne n'a pas encore de réaction à fusion nucléaire capable de faire cela. Bien sûr, nous avons la bombe H qui libère de la force forte à partir de l'implosion des noyaux atomiques. Mais la bombe H n'est pas une source d'énergie particulièrement pratique à utiliser, n'est-ce pas ? Les pays développés possèdent de nombreux réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité à partir de la force forte, en brisant le noyau des gros atomes instables de plutonium radioactif. Ce sont des réacteurs à fission nucléaire, et ils se sont avérés, pas vraiment sûrs. Les réacteurs à fission nucléaire doivent être progressivement mis hors service, et ce, dès que possible. La course à la construction d'un réacteur à fusion nucléaire fonctionnel se heurte à de nombreux obstacles techniques et économiques. Le réacteur ITER, actuellement en cours de construction dans le sud de la France, est un projet international qui utilise le modèle russe tokamak d'un plasma de deutérium géant en forme de donut. Un consortium de 35 pays participe au projet ITER, et cela fait déjà 35 ans qu'ils y travaillent. Quelques 30 autres projets de réacteurs à fusion, de conceptions diverses, sont également en cours de construction dans plusieurs pays, mais aucun d'entre eux n'a encore réussi à obtenir une réaction soutenue ou une production d'énergie nette. Combien de temps le monde va-t-il pouvoir retenir son souffle en attendant l'énergie de fusion ? Voilà ce que j'appelle une question brûlante. Les jours sombres sont des phénomènes naturels mystérieux qui ne se sont produits que quelques fois dans l'histoire de l'humanité. Nous pouvons les considérer comme des éclipses ou de simples phénomènes météorologiques. Mais en réalité, ils sont très effrayants et nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle ils se produisent. Alors, que sont ces jours sombres en bout de compte ? Qu'ont-ils de si étrange ? Essayons de le découvrir. Le soleil s'est éteint. Qu'allons-nous faire ? C'est ce que les habitants de Yamal, en Sibérie, ont demandé aux météorologues le 18 septembre 1938. Le matin, au lieu d'aller au travail, ils se sont tous réunis à la station météorologique. Ils attendaient des réponses. Tout cela parce que ce jour-ci, ils ont observé quelque chose d'inexplicable. Une éclipse qu'ils ont plus tard surnommée le jour noir. Et ni les astronomes ni les météorologues ne peuvent expliquer ce qui s'est passé à ce moment. Voici comment l'un d'entre eux a décrit cet événement. À 8h30, nous avons remarqué une diminution de la lumière. Au même moment, la couleur des nuages a commencé à prendre une teinte jaune-brun, voire même rouge-brun. À 9h du matin, la luminosité avait radicalement changé. C'était comme regarder le monde à travers un filtre sombre. Les tons bruns des nuages se sont intensifiés. À 10h30, le ciel et la terre ne différaient pas l'un de l'autre en termes d'éclairage et de couleur. Tout semblait homogène, noir, absolument dépourvu de lumière. Plutôt effrayant, non ? Et ce n'est pas tout. La ville a aussi été plongée dans un silence radio complet. Les météorologues n'ont même pas pu contacter les autorités et les résidents locaux ne parvenaient pas à capter la moindre station. Tout le monde était dans le noir, au sens propre comme au sens figuré. Les météorologues ont décidé d'essayer de lancer plusieurs fusées éclairantes. Les fusées se sont envolées dans les airs vers les lourds nuages sombres qui planaient au-dessus de la ville et ont disparu. Les nuages étaient si denses que les fusées éclairantes étaient complètement invisibles. D'un autre côté, le temps était tout à fait clément. Tout était calme. Et ce silence obscur a duré environ 1 heure. Après cela, la journée noire s'est achevée de façon aussi inattendue qu'elle avait commencé. Encore plus déconcertant, ces étranges nuages n'ont littéralement laissé aucune trace. Pas de pluie, pas de poussière, rien. Après cet événement, les chercheurs ont découvert que le jour noir s'était étendu sur 200 à 250 km à la ronde.
Ils ont également appris que la bande sombre se déplaçait d'ouest en est. Après avoir traversé la partie sud de la péninsule de Yamal, elle a poursuivi sa route pendant un moment, puis a complètement disparu. Yamal n'est pas le seul endroit où ce phénomène se soit produit. En effet, des éclipses similaires se produisent dans différentes parties de la Terre depuis de nombreuses années. Comme en Nouvelle-Angleterre par exemple. Le 19 mai 1780, les gens là-bas ont été témoins d'un événement que l'on surnommerait plus tard le jour noir de la Nouvelle-Angleterre. Mais il a duré plusieurs jours et non un seul. Quelques jours avant cet événement, le ciel est devenu jaune. Et le 19 mai, en pleine journée, il est soudainement devenu noir. Voici ce que l'un des témoins, Joseph Plumb Martin, a déclaré plus tard à la presse. « Il faisait très sombre. Les gens ont dû allumer des bougies dans leur maison pour vaquer à leurs occupations habituelles. La nuit était aussi inhabituellement sombre que le jour. Une odeur de suie régnait dans l'air. Les rivières voisines étaient recouvertes d'une fine couche de cendres. Lorsque la nuit elle-même est arrivée, les gens ont remarqué à travers les nuages que la lune était devenue rouge foncé. Seulement quelques jours plus tard, les gens ont enfin pu distinguer des étoiles à travers le voile de nuages. Puis, tout est soudainement revenu à la normale. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. 22 ans plus tard, le 2 juin 1802, une goélette du nom d'Eldorado a traversé l'océan Pacifique. Soudain, l'équipage s'est trouvé plongé dans une obscurité totale. Il n'y avait pas de tempête et l'océan était complètement calme. Mais le ciel entier était couvert de nuages noirs. Ces nuages se sont dissipés après une demi-heure et n'ont laissé aucune trace. Puis, de nouveau, 84 ans plus tard, l'une de ces vagues noires s'est produite dans le Wisconsin le 19 mars 1886. Il était 15 heures et cette fois, la vague a été très brève. Elle n'a duré que 5 à 10 minutes. Une nuit soudaine s'est abattue sur la ville. Les chevaux effrayés hennissaient et les gens terrifiés couraient partout, essayant de trouver un endroit où se cacher. Lorsque tout s'est calmé, les journaux locaux ont rapporté que la vague était passée d'ouest en est. Il n'y a pas eu d'éclipse solaire, ni de vent ou d'ouragan. Rien qui ait pu causer ces ténèbres sur la ville. Et finalement, une fois de plus, cela s'est produit le 2 décembre 1904, près de Memphis. Ou plutôt, c'est ce que la rumeur prétend, puisqu'il n'y a presque aucune preuve scientifique de cet événement. L'aube était claire et froide sur Bluff City. Les gens vaquaient à leurs tâches habituelles du vendredi matin. Puis, vers 9 heures, sans aucun signe précurseur, le soleil a soudainement disparu du ciel. Il n'a fallu qu'une minute pour que cette journée ensoleillée se transforme en obscurité totale. Les gens ont interrompu leur travail et les enfants dans les écoles étaient complètement terrifiés. Un manutentionnaire s'est accroché de toutes ses forces à un poteau télégraphique trop effrayé pour le lâcher. Tout le monde a commencé à allumer des lampes à pétrole. Et, comme dans les cas précédents, le temps était parfaitement calme. Cela a duré environ une demi-heure, puis s'est soudainement terminé. Un peu plus tard, faisant suite à cette éclipse mystérieuse, une violente tempête a frappé la ville. Alors, que se passe-t-il? Tous ces cas étranges peuvent sûrement être expliqués scientifiquement, non? Eh bien, à vrai dire, les scientifiques n'ont pas de réponse définitive. Tous ces événements semblent très similaires, mais nous n'avons pas d'explication unique qui pourrait les couvrir tous. Jetons un coup d'œil à quelques théories. La première idée qui vient à l'esprit, c'est probablement une éclipse partielle ou totale. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. Il n'y a eu aucune éclipse ces jours-ci. Et même si nous considérons cette théorie, avant toute éclipse, le ciel s'assombrit progressivement. Les éclipses elles-mêmes ne durent que quelques minutes. Certainement pas quelques heures et encore moins quelques jours. De plus, contrairement aux éclipses, ces événements semblaient extrêmement localisés, dans des villes spécifiques. Peut-être s'agit-il d'un autre événement astronomique ? Certains scientifiques ont cru que pendant l'événement de Yamal, une bande de poussière cosmique avait touché la Terre. Mais plus tard, ils ont déduit qu'aucun corps astronomique ne s'était approché de notre planète ce jour-là. D'autres idées ? Les feux de forêt pourraient en être la cause. Lorsqu'une grande surface de forêt brûle en même temps, une colonne d'air peut s'élever à des hauteurs impressionnantes, de 4000 à 6000 mètres. Ces flux d'air transportent les cendres et d'autres matériaux brûlés vers différents endroits. Et comme toutes ces choses se trouvent si haut dans le ciel, elles se figent tout simplement là et se transforment en quelque chose qui s'apparente à des nuages noirs. C'était probablement le cas pour la Nouvelle-Angleterre. À cette époque, une vague de feux de forêt s'était déclarée au Canada. Ils auraient facilement pu se propager au nord des États-Unis. Et puis, il suffit d'entendre cette description. Un ciel jauni, une odeur de suie, des cendres sur l'eau. Tout semble concorder. Mais cette théorie des incendies ne fonctionne que pour l'événement survenu en Nouvelle-Angleterre. Qu'en est-il des autres cas ?
Où trouverais-tu un feu de forêt au milieu de l'océan Pacifique, par exemple ? Bon, passons à autre chose. Les scientifiques ont bien tenté d'expliquer l'histoire de Memphis en avançant qu'il pourrait s'agir d'un ouragan. Mais le nuage noir a balayé la ville avant la tempête. Pas pendant ni après. Et ce n'était pas un nuage d'orage typique. C'était une nuit noire à part entière. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Les météorologues appellent ce phénomène une diminution locale de la transparence atmosphérique. Contrairement aux éclipses solaires, cette obscurité est plus dense. Elle ne couvre également qu'une petite zone. La transparence de l'atmosphère est sa capacité à laisser passer le rayonnement de la lumière. En gros, cela résume à quel point puis-je voir les objets éloignés ? Tout peut devenir sombre et flou, par exemple à cause de la poussière dans l'air, des éruptions volcaniques, du brouillard, etc. Ainsi, selon cette théorie, les jours sombres ne sont qu'une baisse extrême de la transparence de l'atmosphère. Mais cela semble tout de même étrange. Si tel était le cas, tout n'aurait-il pas dû être recouvert d'un épais brouillard ou quelque chose du genre ? Certes, il faisait très sombre. Mais quand les gens ont allumé leurs lampes, la visibilité était plutôt bonne. Rien n'obscurcissait la vue, sauf ces nuages noirs qui couvraient le ciel. En d'autres termes, ce phénomène est très difficile à expliquer. Pour autant que nous le sachions, il ne s'est produit que 5 ou 6 fois dans l'histoire de l'humanité. S'il y a eu d'autres cas, ils n'ont pas été documentés. Ce phénomène est impossible à prévoir et personne ne sait comment il fonctionne, ni où et comment il se produira la prochaine fois. Et bien qu'il existe de nombreuses hypothèses, aucune d'entre elles ne peut être vérifiée. Peut-être que si ces événements se reproduisent à l'avenir, nous pourrons mieux les étudier. Mais malheureusement, pour l'instant, les jours sombres demeurent un mystère. As-tu des théories ou des idées à ce sujet ? Si oui, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Des milliers d'étranges vaisseaux spatiaux pénètrent dans l'espace aérien de la Terre. Ils descendent sur notre planète et traversent les villes, plongeant le monde dans un chaos total. Soudain, la porte du plus grand vaisseau s'ouvre et une étrange créature en sort. Elle essaie d'imiter notre langue et dit qu'ils viennent d'une étoile lointaine, Proxima Centauri. Une telle chose pourrait se produire car des scientifiques ont récemment capté un étrange signal radio en provenance de cette étoile. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière. Cela signifie qu'un rayon de lumière qui part de cette étoile atteint la Terre en 4,2 ans. Cela correspond aussi à 270 000 fois la distance entre la Terre et le Soleil. L'étoile Proxima Centauri elle-même est trop pâle pour que nous puissions la voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Mais son système cache un petit secret. Envolons-nous vers elle et regardons tout ça de plus près. Voici donc cette naine rouge. Elle est 7 fois plus petite que notre Soleil et 8 fois plus légère. Proxima Centauri est 1,5 fois plus grande que Jupiter et presque 150 fois plus lourde. Mais ce que nous cherchons est un peu plus loin. C'est Proxima Centauri b, une planète semblable à la Terre. Elle n'est que 10% plus grande que la Terre et se trouve dans la zone habitable de l'étoile. C'est la distance parfaite, ni trop loin, ni trop près. La température n'y est donc ni trop élevée, ni trop basse. L'eau, si elle existe sur cette planète, peut être à l'état liquide. Et il se peut donc que la vie y soit apparue et y ait évolué. Elle est peut-être même assez développée pour nous avoir envoyé le signal que nous avons reçu. Un signal radio, ce sont essentiellement des ondes. Elles ont une certaine fréquence et une certaine longueur. Et on peut toujours distinguer un signal artificiel d'un signal généré naturellement. Le signal que nous avons capté de Proxima Centauri b avait une fréquence de 982 MHz. La radio ordinaire que nous écoutons dans notre cuisine ou dans notre voiture capte des signaux d'environ 100 MHz. C'est pourquoi les scientifiques ont conclu que ce signal avait été créé artificiellement. De tels signaux pourraient être un moyen de communication entre les mondes développés. Et s'il s'agit vraiment d'un message d'une civilisation extraterrestre, nous devrions être capables de le décoder. Pour cela, toute civilisation doit utiliser la méthode de cryptage la plus simple. Par exemple, la Terre a déjà envoyé un signal radio dans l'espace. Il s'agissait du message d'Arecibo. Ce message est composé de 1779 bits. C'est un rectangle de 23 carrés sur 73 qui contient des informations sur notre civilisation chiffrées à l'aide d'un code binaire. En haut du rectangle, il y a le système de numération que nous utilisons. Ils sont inscrits en blanc. Cette chose violette est la clé pour lire la partie suivante du message. Les numéros atomiques des éléments comme l'hydrogène, le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore sont codés dans cette clé. Ce sont les éléments clés qui peuvent donner naissance à la vie. Si ceux qui reçoivent ce signal peuvent donner un sens au numéro et à la clé, ils peuvent lire la partie suivante du message. Ces choses vertes sont les éléments constitutifs de notre chaîne d'ADN.
Et tout en bas, voici la chaîne d'ADN elle-même. Le rectangle blanc indique le nombre de paires de ces blocs de construction et les hélices bleues montrent la forme d'une chaîne d'ADN. Ensuite, nous voyons la silhouette humaine elle-même. L'objet blanc et bleu à sa gauche est un nombre codé indiquant notre taille moyenne. L'humain est dessiné ici au-dessous de la chaîne d'ADN pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre à quoi nous ressemblons. Et le rectangle blanc à droite du dessin de l'humain indique la population de la Terre au moment du message. Elle était de 4,2 milliards en 1974, soit presque la moitié de la population actuelle. La partie suivante est un dessin de notre système solaire. Le grand carré jaune est le Soleil. Viennent ensuite toutes les planètes de notre système, y compris Pluton. À l'époque, elle était considérée comme une planète. La Terre est un peu décalée vers le haut pour que la civilisation extraterrestre puisse comprendre d'où vient ce message. Et le dernier dessin représente l'observatoire d'où ce message a été envoyé. Ce signal est maintenant en route vers l'amas d'étoiles M13 à 25 000 années-lumière de la Terre. Il n'arrivera donc pas avant 25 000 ans. Et il nous faudra 25 000 ans de plus avant d'obtenir une réponse, s'il y a vraiment quelqu'un de l'autre côté qui peut recevoir le signal. Si le signal de Proxima Centauri est lui aussi un message, nous aurons besoin de temps pour le décoder. Alors, allumons notre machine à calculer super puissante et attendons le résultat. Mais ce n'est pas le premier signal mystérieux que nous captons sur Terre. Des scientifiques ont enregistré un signal inhabituel appelé WOW en 1977. Ils ont supposé qu'il provenait de la constellation du Sagittaire. Le télescope a capté ce signal pendant une durée impressionnante de 72 secondes. Plus tard, l'un des scientifiques a conclu que le signal était artificiel. Il a écrit « Wow » sur la page d'impression, tout simplement sa réaction. Les observations et études suivantes ne nous ont pas permis de capter à nouveau ce signal. Selon certaines théories, il provenait d'un vaisseau spatial qui passait par là. Et comme il était reparti, nous ne pouvions plus détecter son signal. Mais le plus probable est qu'il ait été créé sur Terre. Dirigé vers le haut, il se serait réfléchi sur un objet à haute altitude, par exemple sur un avion, un satellite ou sur des débris spatiaux en orbite autour de notre planète. Ensuite, il aurait été capté par le télescope. Et comme il avait été créé par l'homme, toutes ses caractéristiques, comme sa longueur d'onde et sa fréquence, ont pu dérouter les scientifiques. En 2017, des scientifiques ont enregistré une éruption sur Proxima Centauri. La luminosité de l'étoile a été multipliée par 1000 en seulement 10 secondes. Avant cela, il y avait eu une autre éruption, plus faible, mais qui a duré environ 2 minutes. Avec ces éruptions, Proxima Centauri a émis d'énormes quantités de radiation. S'il y avait de la vie sur la planète proche de l'étoile, ces éruptions l'auront probablement détruite. Les vents stellaires auront simplement anéanti l'atmosphère de la planète et rendu sa surface impropre à la vie. Dans l'ensemble, la planète Proxima Centauri B reçoit 60 fois plus de rayonnement à haute énergie et 400 fois plus de rayons X que la Terre. Les scientifiques ont conclu qu'il n'y a qu'une chance sur 100 millions qu'il y ait de la vie sur cette planète. Et même si nous ne savons pas encore avec certitude si le signal était artificiel ou naturel, le scénario d'un groupe de vaisseaux spatiaux débarquant soudain sur Terre est très probablement impossible. Notre seule méthode pour rechercher des civilisations extraterrestres est d'utiliser les ondes radio. Elles sont comme un bruit fort qui part de notre planète dans différentes directions à la vitesse de la lumière. Le principal problème ici, ce sont les distances gigantesques. Notre galaxie, la Voie lactée, a un diamètre de 100 000 années-lumière. Suppose qu'il y ait de la vie à l'autre bout. Si nous leur envoyons un signal radio, il n'atteindra pas la planète avant 100 000 ans et nous ne recevrons pas de réponse avant 200 000 ans. Ce serait la même chose si quelqu'un voulait un jour nous contacter. Nous n'avons pas appris à créer et à recevoir des signaux radio avant le 19e siècle. Si une civilisation est apparue en même temps que nous, quelque part dans la Voie lactée, et qu'elle a inventé la radio, nous ne recevrons pas son signal avant plusieurs millénaires. De plus, le bruit radio de notre planète commence à s'estomper. Nous utilisons le Bluetooth, la fibre optique, la télévision par câble. Dans environ 100 ans, nous ne serons plus audibles pour les autres mondes. Ou pire encore, imagine qu'il y ait eu quelque part une civilisation qui envoyait des signaux dans l'espace. Les signaux atteignaient notre planète, mais nous n'avions pas encore la technologie pour les capter. Puis, ce monde émetteur a évolué et son signal s'est éteint. Nous aurions pu capter des restes d'ondes radio à la dérive dans l'univers, mais nous avons installé nos antennes trop tard. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Chacune d'entre elles contient des milliers de milliards d'étoiles semblables à notre Soleil. Il y a peut-être une planète près de l'une d'elles qui ressemble à la nôtre. La vie pourrait y être apparue. Cette civilisation lointaine, tout comme nous, regarde dans ses télescopes et espère capter un jour le signal radio d'une planète inconnue.